Bonjour à tous, je reçois Nicolas Marietan qui est préparateur physique aux équipes de France de natation, aux équipes de France de voile olympique, qui a aussi une académie de coach, l'Athlète Academy. Merci de venir nous voir. Merci à toi Aurélien. On va parler aujourd'hui un petit peu de programmation, différents styles, de différentes tendances. Si vous nous avez déjà écouté, vous savez que Nico est aussi très impliqué dans un mouvement qui s'appelle Strong First, dans le hardstyle kettlebell. Et ça inspire forcément une certaine vision évidemment de la pratique quotidienne, mais aussi de la pratique répétée et organisée, et donc de la planification de l'entraînement. J'aime bien prendre cet exemple, on en parlait tout à l'heure, cet exemple du brossage de dents. Je trouve que c'est très parlant parce que on aurait le crossfit, la préparation physique où on prône la variété, où on prône le fun, l'amusement, la surprise. Et en face de ça, on a l'école russe, plus austère, qui propose de baser la continuité des efforts sur la concrétisation des résultats. Pour faire simple, d'un côté, je continue de me laver les dents parce que j'aime le dentifrice à la fraise, et puis je vais en prendre un à la framboise, et puis tiens, je vais prendre un peu de menthe. Et à la fin, je me lave les dents, ça marche. Et une deuxième école qui continue de se laver les dents parce qu'elle constate qu'elle n'a plus de caries. C'est ça, c'est le côté, en fait, comme tu dis, je me lave les dents parce que c'est important, parce que c'est essentiel. Et effectivement, dans le cadre de la programmation, alors on sait très bien que la variété est quelque chose qui est fondamental dans les principes de l'entraînement et que évidemment. C'est un des principes fondamentaux de l'entraînement. Ça, faut pas l'oublier. Mais de même que la constance d'application des charges. Exactement. Et trop souvent, mais je pense en avant le côté, comme tu dis, variété, c'est-à-dire qu'on va carrément changer des programmes tous les jours. Sauf que ce qui me parle, moi, notamment dans l'approche russe, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait varier autant si on n'a pas l'assurance que techniquement, les gestes soient acquis, si on n'a pas l'assurance que la programmation qui est mise en place, que la méthodologie qui est mise en place soit bien comprise par ton sportif, avant justement d'incorporer autant de variété. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque j'incorpore une variation dans mes programmes, j'en incorpore qu'une seule. Je fais juste un changement et j'essaie d'en retirer les bénéfices auprès de mes sportifs. Et si par hasard je n'ai pas les résultats escomptés dans ce que j'attends de la séance, c'est pas grave, je répéterai encore une fois cette séance-là la fois d'après. Je suis plutôt du côté patient, je suis plutôt un coach patient qui aime prendre le temps, et comme je le dis assez souvent à mes sportifs, si tu vas aller vite, il faut aller lentement. C'est rigolo parce que moi j'ai vécu, alors sur un registre extrêmement élitiste, mais j'ai vécu ces deux dimensions-là dans ma carrière quand j'étais coach en Grande-Bretagne, où là il fallait énormément de variété, surprendre les athlètes sans arrêt, leur amener de la nouveauté, de l'innovation, toujours, et puis avec la culture britannique, ce besoin de raccrocher les wagons très vite, donc filling the gap, comme ils disent, avec cette idée d'innovation à tous les niveaux de l'entraînement. Et avec l'inconvénient que ça pose, c'est-à-dire que tant que je suis là et que j'ai les athlètes sous la main et qu'on insuffle cette énergie et ce vent nouveau, il se passe quelque chose, ça avance, et puis ils partent au Japon 3 semaines. Puis l'entraîneur, qui est un entraîneur de judo, qui n'est pas forcément formé à la prépa physique ou qui n'a pas cette technique suffisante pour encadrer de manière pointue, revient sur des choses simples ou ne fait pas d'ailleurs. Et boum, l'ensemble du truc s'affaisse, ne s'effondre pas, mais s'affaisse un peu en efficacité, versus la Russie, où là, non, pas de variété, pas de folklore, on fait des choses très très simples, très précises, par contre, appliquées constamment, tous les jours, toute l'année, où que nous soyons dans le monde. Ouais, c'est le côté fréquence qui s'en dégage. Attention, ça ne veut pas dire que les Russes ne font pas de programmation ondulatoire, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apportent pas de variété, mais on a ou même que les crossfitters ne cadrent pas un peu leur entraînement à un moment donné. On est tous d'accord là-dessus. Mais si tu veux, ça donne cette impression en fait d'ondulation, de variation qui est réfléchie, d'une variation qui est lente
mesuré de façon à pouvoir en dégager le moindre effet. Ça veut dire que si à un moment donné tu pars sur un entraînement et à la sortie de ta séance, tu as par exemple décidé d'apprendre le vissage des pieds au sol, le fameux torque, et qu'à la fin de ta séance, ton sportif justement a appris ce mouvement-là, il s'en dégage quelque chose. Donc ça veut dire même que si la charge n'a pas évolué. Même si la charge n'a pas évolué. Et dans ma conception des choses, c'est bien ça le plus important. C'est tu as appris quelque chose, tu as appris un geste, tu as appris à utiliser ton corps. La charge ne viendra que par la suite. Elle n'en sera que la conséquence. Si tu prends par exemple un mouvement complexe comme le soulevé de terre, on apprend d'abord à se placer. On apprend à respirer. On apprend à prendre la barre. On apprend à charger la barre, à mettre de la tension dans la barre. Avant quoi que ce soit, il n'y a pas de mouvement. Tu attends, tu patientes, tu réfléchis, essai et erreur, tu recommences. Là-dedans, tu peux créer de la variation puisque tu imbriques au fur et à mesure des exercices, des mouvements complémentaires, des éducatifs. Ce qui fait qu'à la fin, au bout de plusieurs semaines, lorsque tu vas dire à ton sportif « fais ton soulevé de terre », tu as 80-90% de chances pour que globalement le soulevé de terre soit en sécurité, parce que c'est bien ça le plus important, avec une relative efficacité. Et la barre se soulève naturellement. Alors que ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on ne prend pas trop le temps. On est souvent très pressé, c'est la vie aujourd'hui, tu le sais bien, on est soumis à une forme de pression. Les sportifs veulent aller vite. Dans l'apprentissage, ils veulent aller vite pour soulever les charges. Tu le vois bien, ils sont tous omnubilés par je mets combien, je vais tenter. Ouais, c'est une vraie. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien. C'est ce côté impatient en fait me perturbe un tout petit peu et je n'aime pas ça. Et je me dis mais ne t'inquiète pas, ça va arriver à un moment donné. Si c'est bien calculé à l'avance et qu'il n'y a pas trop de perturbations avec l'environnement, avec tes entraînements, avec ton technicien, ça va venir naturellement. C'est une vraie. On se confronte à une vraie perception de la discipline, prépa physique et musculation en général, qui est de ne pas concevoir ça comme une discipline à part entière, avec du coup, comme toute discipline, l'apprentissage. C'est ça qui ressort de ce que tu dis. C'est j'apprends. C'est l'apprentissage qui devrait être au cœur de la démarche de planification. C'est ça. Et du coup, in fine, la planification, comme tu dis, elle est perçue uniquement par l'évolution de la charge. Moi, j'ai grandi en étant coaché, et d'ailleurs, j'ai coaché pendant des années, en me disant, aucune séance ne doit être similaire à l'autre. Tu dois soit gratter un petit peu de poids, soit gratter une rep, soit gratter, soit diminuer un peu tes récup. Enfin, il faut que tu cherches à toujours progresser sur la charge. Et j'ai fait le coach de golf qui apprendrait le golf en disant il faut que tu tapes toujours plus fort ta balle. Ouais. Non, mais c'est ça. Ça revient à ça. Ouais, c'est exactement ça. Or, on sait que, effectivement, comme tu dis, à un moment donné, si on fait comme ça, d'une part, on passe à côté de tout un tas de transferts et de qualité gestuelle et de richesse de pratique, qui donne du sens d'ailleurs à la pratique. Donc l'expertise. Mais on passe aussi à côté de tout un tas d'adaptations physiologiques et mécaniques qui vont, à un moment donné, nous faire stagner. Et j'aime bien prendre cet exemple que j'ai volé à mon père, du joueur de tennis, qui, sur ses qualités naturelles, va chercher à faire de la compète tout de suite, sans passer par la rigueur d'apprendre à se placer sur le coup droit, le revers, le positionnement sur le court, le positionnement par rapport à la balle. Qu'est-ce que tu regardes, quand, comment, tous ces détails qui sont encore, c'est assez réduit ce que je dis, et qui va du coup vite stagner, parce que s'il est un peu sportif, il va aller à 15-4, voilà, ok. Mais très vite, il ne va pas pouvoir descendre en dessous parce qu'il lui manquera les fondamentaux. Ouais, c'est ça, c'est toute cette forme d'apprentissage que l'on doit, pour moi aujourd'hui, transmettre en priorité. C'est pour ça que ça me fait penser, lorsque je reçois par exemple des étudiants et qui me demandent mais quelle est ta planification justement pour tes jeunes du pôle espoir, parce que j'ai aussi des jeunes en pôle espoir, que ce soit en voile ou dans d'autres activités. Et je dis
très clairement, je n'ai pas de planification pour eux. Pour la bonne et simple raison, c'est que avant tout, il faut leur apprendre les gestes. Donc je vais prendre le temps. Tu es un professeur. Je suis un professeur d'éducation physique. J'essaie de leur apporter la technicité que je vis moi au quotidien, de façon à ce que j'ai une vision, si tu veux, une vision non pas à court terme, ni à moyen terme, mais vision à long terme. Parce que peut-être que ces jeunes un jour, que ce soit des nageurs, des rugbymen ou autres, ils vont dire « stop, j'en ai assez, ça suffit, j'ai envie de passer à autre chose ». Peut-être que grâce à ça, lorsqu'ils vont aller faire une autre activité, ils vont se sentir bien dans leur corps, ils vont être capables de pouvoir maîtriser le corps dans l'espace, d'avoir, comme tu dis, cette richesse sur la gestuelle, toutes ces coordinations motrices, cette réflexion intelligente de façon à pouvoir se placer, exécuter les mouvements, d'avoir tout compte fait un physique qui est athlétique. Je sais courir, je sais grimper à une corde, je sais me placer, je sais faire des mouvements avec aisance. En gros, tout un répertoire gestuel qui leur permettra de s'exprimer, d'être en bonne santé. Parce que pour moi, c'est la priorité. Si tu veux accéder à une certaine forme de performance, il faut que tu sois en bonne santé. Et si tout se passe bien et que parmi eux, on a, c'est ce que nous on aimerait, avoir des jeunes qui poursuivent l'aventure en Pôle France, en équipe de France, c'est d'accéder justement à la performance. Pour moi, c'est avant tout la santé qui prime, donc l'apprentissage, comme tu dis, l'éducation, à la recherche de l'optimisation. L'optimisation n'en sera que la conséquence. Je suis d'accord avec toi à un tel point que je pense même que ça ne concerne pas que les jeunes. C'est-à-dire que pour moi, tout système de performance dans lequel devrait rentrer un athlète, même senior, à moins qu'il ne soit déjà passé par ces cases-là, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas en France, ni dans le monde d'ailleurs. Chacun a son chemin un peu particulier, il a été exposé à tel agrès, tel outil, plus ou moins, un coach plus ou moins sensible sur la muscule, plus ou moins sensible sur l'athlète, plus ou moins sensible sur la prévention. Et du coup, il lui manque forcément des cases. Pour moi, un athlète qui rentre dans un système de performance, comme l'INSEP, comme un club pro, pour moi, les 3 premiers mois, la réponse, c'est la même. Quelle est la planif ? La planif, c'est simple, c'est lundi kettlebell, mardi haltérophilie, mercredi gymnastique, jeudi athlétisme. C'est redonner tous les éléments que l'on va utiliser dans le programme, dans l'ordre, avec la vraie base technique. De toute façon, ils vont progresser, puisque souvent on a une interdépendance des facteurs positive à ce stade de leur développement. Ils ne sont pas encore cloisonnés comme on peut le voir sur les Formule 1 que sont les athlètes de très haut niveau quand ils jouent les médailles d'or olympiques. Et c'est justement le moment de prendre le temps. Exactement, exactement. Et tu vois, dans ce que tu dis, quelque part, tu es déjà dans cette notion de planification, mais tu ne te dis pas à un moment donné, je planifie, je périodise, je place mes cycles et je fais mes programmes derrière pour aller à la recherche d'une compétition. C'est d'abord j'apprends, on peut très bien se dire que dans cette phase d'apprentissage, quand tu regardes les écrits, par exemple, de Tudor Bompa avec ce fameux cycle d'adaptation anatomique, c'est un terme qui m'a toujours parlé. C'était c'était mon livre de chevet à un moment donné, adaptation anatomique. Et lorsque je suis avec mes étudiants, ils me posent la question, ils me disent, mais en fait, adaptation anatomique, ça veut dire quoi ? Je dis, écoute, pour moi aujourd'hui, l'adaptation anatomique, c'est d'être capable d'adapter tout ce que tu vas mettre en place au profil de ton sportif. C'est l'individu qui prime, ce n'est pas la compétition. C'est d'abord l'individu, après la spécificité de l'activité, après le calendrier. Mais si l'individu ne s'exprime pas dès le départ par ce que tu dis, c'est-à-dire par ce bloc, ce réapprentissage peut-être à un moment donné de l'entraînement et de la gestuelle, tu ne pourras pas imbriquer derrière tout ce qui va suivre. Ça va être très compliqué, tu vas louper plein de choses et à un moment donné, peut-être que le risque c'est de se planter carrément à la compétition et là si on fait un feedback, on se dit « Ah ouais mais là en fait, je suis allé trop vite, j'ai zappé et donc c'est pas bon ». Donc c'est pour ça que peut-être que dans toutes ces notions de cycle, lors de la périodisation, adaptation atomique, les notions d'hypertrophie, force maximale, endurance de force spécifique et autres, quand tu réfléchis bien, pour moi, je me dis, tout compte fait, c'est peut-être l'adaptation anatomique qui est la plus importante au départ. Le reste va suivre. Si tu as
tes bonnes connaissances, si tu es sûr, tu l'as dit tout à l'heure, la préparation physique, c'est une question de choix. À un moment donné, tu ne peux pas faire toutes les méthodes. C'est pas possible. C'est impossible. Tu as des convictions par rapport à des méthodes. Elles sont toutes correctes, elles marchent. Tu en prends les avantages, tu sais ce qui se passe, mais elles ont toutes aussi des inconvénients. Quand tu arrives à imbriquer tout ça, tu vas voir que par la suite, après l'adaptation anatomique, tout va se mettre en ordre de marche. Tu es capable de réguler parce que tu n'es pas tête brûlée. À un moment donné, tu as cette intelligence de peut-être freiner un peu, de stopper, de reculer, de changer de chemin. Mais pour moi, cette priorité sur le cycle d'adaptation anatomique, elle est clairement fondamentale. Ouais. Si je nous résume, sur ce premier cycle d'adaptation anatomique, qui est presque un cycle de PS, Ouais. On n'est plus sur une dynamique de charge en volume, en intensité, en tempo, en fréquence. On est sur une dynamique de charge en déclinaison technique et progression pédagogique. Exactement, exactement. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu n'incorpores pas justement ces notions de temps sous tension, ces notions de volume, d'intensité, bien évidemment. Qui rentrent dans l'éducation, clairement. Dans l'apprendre à faire du haut niveau. Exactement. Mais c'est clair que le focus, c'est justement cette notion d'apprentissage. Et laissons le temps à l'individu d'apprendre, d'autant plus que cet apprentissage, qu'est-ce qui va se passer? On le sait très bien, ça va permettre à ton sportif de devenir autonome. Et pour moi, un sportif de haut niveau et de très haut niveau, c'est quelqu'un qui, bientôt, n'a plus besoin de toi. Tu es juste là pour faire quelques détails, réajuster un tout petit peu. Mais quand tu vas lui dire, fais ton squat, tu peux aller boire un café. Il sait faire son squat parce que tu lui as appris à faire un squat. Et c'est bien là notre travail. C'est bien là ce que l'on doit faire au quotidien, je pense. Ouais. Amener l'athlète vers l'autonomie et vers l'efficacité consciente. Exactement. Qu'il ait vraiment les rênes de... Et c'est à ce prix-là, effectivement, je suis d'accord avec toi, que la planification traditionnelle, en termes de charge, prend du sens. Si on revient sur le travail de Kettlebell, par exemple, c'est ce qui explique notamment, enfin en tout cas c'est ma lecture du truc, tu me dis si j'ai une bêtise, mais c'est ce qui explique que les paliers de charge soient si élevés. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 0,5 qui tient. Non, on a des astuces, on peut mettre des bandes de lestage sur les kettles, etc. Mais n'empêche qu'à la base, on a une gamme de charges qui est assez éloignée comparée à ce qu'on peut faire avec une barre longue où on a des disques ajustés. Et là, on ne passe à la charge d'après que quand on est totalement prêt techniquement à le faire. Exactement. Le calibre des kettles aujourd'hui est un calibre qui est identifié sur 2 kg en 2 kg à la base, 4, 6, 8, etc. On peut monter sur des kettles qui sont à 40 kg, voire plus. Là-dessus, c'est clair que dans le côté, en gros, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu vas prendre le temps. Tu vas prendre le temps parce qu'on ne peut pas jouer sur 1 kg. On ne peut pas jouer sur un demi-kilo. Ce n'est pas possible. Donc, tant que tu n'as pas l'assurance que, d'un point de vue gestuel, tu as la maîtrise du kettle à 12 ou à 16 kg, tu ne vas pas aller chercher un 20 kg. Tu vas l'incorporer peut-être sur une série. Donc, tu fais ta programmation. Tu as décidé de faire 2 séries de 5 reps sur ton 16. Et après, sur ta dernière série, tu vas juste imbriquer une série de 3 reps à 20 kg. Tu vois ? Et la fois d'après, tu vas te dire, on continue à faire 2 x 5 à 16, et au lieu de faire 1 x 3, tu fais 1 x 4. Et tu vas aller chercher l'1 x 5. Et quand tu as l'assurance d'avoir fait ton 1 x 5, donc ça va te prendre 3 semaines, éventuellement, tu peux imaginer, la fois d'après, je fais ma mise en situation avec mon KB de 16, et après, je fais mes 2 séries à 20. Et ça passe, mais ça va passer parce que justement, tu prends le temps et tu as toutes les gages d'assurance que techniquement, tout est ancré, tout est stabilisé, tout est automatisé. Donc, ton sportif devient autonome techniquement et physiquement, ça va suivre. Alors, tu me donnes la super transition vers ma séquence finale. J'aime bien terminer par la recette quand c'est possible. Et là, c'est possible. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de non-linéarité de la charge. On parlait aussi de quantité de qualité. Et ça s'exprime très très bien, je trouve, notamment dans ces écoles kettlebell, par l'utilisation des échelles. Ouais.
Ouais, le travail en leader, c'est un travail qui est pas souvent utilisé, il faut le dire. C'est un travail qui permet justement de pouvoir imbriquer au fur et à mesure tes niveaux de force sur juste une répétition supplémentaire. Donc si je donne un titre d'exemple, tu vas prendre par exemple ton swing sur un KB de 16 et tu vas demander à un protocole de faire première série 1 rep, deuxième série 2 reps, troisième série 3 reps. Tu prends 3 minutes de récupération entre chaque, donc 3 minutes de récupération, mais la qualité technique est telle qu'à un moment donné, pour tout réimbriquer, on prend le temps. Donc la première minute, on va se retrouver dans une situation où on va essayer de calmer le jeu. Deuxième minute, on va commencer éventuellement à se reconditionner. Et puis troisième minute, c'est ce qui te permet de te préparer. Et pourtant, tu n'as fait que 6 répétitions. Au bout de tes 3, tu reviens et tu recommences. 1, 2, 3. Et tu recommences. 1, 2, 3. En fait, tu apprends ton organisme, tu apprends à ton système neuromusculaire à être capable d'exécuter une répétition supplémentaire. Donc c'est là où tu imbriques ton volume de travail, toujours en étant sur des aspects hyper qualitatifs. Donc à la sortie, par exemple, si tu as fait 3 séries de 1, 2, 3, tu te dis, mais tout compte fait, j'ai fait que 18 reps. Ouais, mais elles ont été tellement qualitatives que ça suffit amplement. Et la fois d'après, qu'est-ce que tu fais? La semaine d'après, au lieu de faire 3 séries, tu fais 4 séries. Résultat, tu as gagné 6 reps de plus. Et c'est là, encore une fois, sans compromettre la qualité. Sans compromettre la qualité. Elle s'installe cette qualité-là à travers un volume, mais qui s'enclenche step by step. C'est vraiment, et ce sera un peu le mot de la fin, c'est vraiment la connexion la plus fine et la plus parlante entre la programmation de l'évolution technique et la programmation de l'évolution physique. Exactement. Ce type d'outil et de programmation permet justement de connecter les deux systématiquement et de rendre l'évolution du volume et de l'intensité indissociable de la qualité. Exactement. Exactement. Volume, intensité sont les deux paramètres qui vont pouvoir être modulés entre eux avec cette finesse-là. Et dans la complexité des gestes, cette maîtrise du geste fait que tout compte fait, ton volume va grossir, mais ton intensité également. Donc résultat du compte, tu vas arriver à avoir un sportif qui devient de plus en plus athlétique, qui va mieux s'exprimer à travers ces mouvements-là, mais aussi qui va mieux s'exprimer sur la transversalité à travers également les autres gestes du répertoire. Super Nico, merci pour tous ces conseils. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très vite.